This phone is dead. What? They like the dark. Jay, any luck? Just a minute. There's nothing cute about them. They've come a long way, and they're hungry. Ok, j'ai l'impression que le son est un peu dégueulasse. Tant pis, ça sera l'image de ce podcast. Non, normalement, j'ai fait pour que ça soit au mieux. Mais oui, à l'image de ce podcast que je redoute d'autant plus. On va mettre les points sur les i à un moment. Pardon pour ce qui va suivre. Bonjour et pardon. Parce qu'aujourd'hui, je vais peut-être potentiellement détruire tout ce que j'ai amené avant. C'est-à-dire là où je prenais la création et prenais des caméras et on fait des films. Et de toute façon, on peut faire du cinéma avec peu. On va voir les limites de ce cinéma parce qu'il y a cinéma et cinéma, bien évidemment. Et aujourd'hui, je vais essayer de pas trop détruire cette œuvre parce qu'elle est vachement poubelle. Aujourd'hui, ça va être un podcast poubelle. Mais tant mieux dans un sens parce que ce podcast m'a amené à la réflexion de pourquoi en fait je glorifiais ce cinéma qui laisse place à un non-sens, qui laisse place à de la grossièreté et carrément au non-film. Est-ce qu'on peut appeler ça cinéma aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est cinéma et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Encore une fois, la question est telle. Il est vrai que dans ce podcast, j'ai pris l'habitude de déconstruire toute violence, c'est-à-dire de la débunk à chaque fois, de poser un disclaimer et de se poser les bonnes questions. Mais aujourd'hui, la question elle va être, est-ce que ces bébés slashers underground qui sont récalcitrants, on va pas se mentir, sont de la sous-culture bête et sans propos et parfois border ? C'est la question qu'on s'est posée maintes et maintes fois dans d'autres podcasts, mais ici elle va être plus que mise en évidence. S'il y a bien une catchphrase à retenir pour Carnivoras, c'est complètement débile mais plein de volonté. Et aujourd'hui, elle va prendre tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un film SOV, donc c'est-à-dire Shot on Video. On va pas se faire chier, on va dire SOV et pas ACE-OV parce qu'on est des francophones, même si je fais beaucoup d'anglicisme, on va pas se le cacher. On est déjà passé sur du film SOV parce que Violent Cheat en était un par définition, mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré un peu plus dans ce qu'est réellement un film SOV. Alors attention, on va pas parler de technique aujourd'hui parce que je suis un homme très mauvais en technique et parce que je pense pas que ce soit le sujet premier de la vidéo. Mais si on doit réellement définir ce qu'est un film SOV Shot on Video, c'est toute cette tripotée de films qui ont été tournés à la vieille caméra numérique, donc au caméscope. On en connaît plein des films SOV, on va faire une petite review de toute façon, mais voilà, il faut savoir que c'est vraiment, tu poses ton caméscope, tu filmes 2-3 plans, j'abuse quand je dis 2-3 plans, tu filmes un film, tu le montes et hop, emballé c'est pesé, t'as ton film. Et c'est un genre, c'est du cinéma, vraiment, pour la plupart. Je vais essayer de vulgariser ça d'un point de vue technique, me tapez pas dessus, mais pour la petite histoire, en gros, c'est un procédé qui est antérieur à l'invention du caméscope, et c'est en 1964 que ça va se démocratiser avec des caméras vidéo de studio analogiques, dont le montage final va être transféré de la bande vers la pellicule pour du coup l'envoyer dans le procédé kinéscope normal à l'époque. Des films SOV, il y en a plein, et ça bien avant l'arrivée du caméscope qui arrivera dans les années 80, et moi j'ai relevé que au début des années 70, va y avoir cette utilisation de la SOV qui va être un moyen de promouvoir ses albums et sa musique. L'exemple le plus parlant, c'est sûrement en 1971, quand tu as 200 motels de Tony Palmer et Frank Zappa qui va sortir. C'est un film qui va s'inspirer de la vie rockeuse de Frank Zappa et qui va en faire une fiction à part entière. J'en fais une interprétation subjective parce que je ne suis pas assez légitime pour parler de musique et surtout dans ce style-là, mais j'ai l'impression que c'est cette patte rockeuse un peu splatter qui se mélange au cinéma. De toute façon, je le vois bien dans le cinéma des années 80, ce rock bien présent, bien gore, bien splatter, tout ce que vous voulez. J'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là où, à la base, c'était un but promotionnel pour promouvoir sa musique, ça va venir petit à petit se transformer en film SOV purement horrifique, et j'ai bien l'impression, encore une fois subjectivement, mais que tout part de cette patine un peu rock, contestataire, pour se transformer petit à petit en ce qui deviendra un genre à part entière. En plus, la meilleure, c'est que c'est l'essor du snuff movie à ce moment-là, donc tu mets SOV snuff movie, y a des petites crapules dans le monde qui vont faire des trucs de fou malade et qui vont faire passer ça pour des snuff movies, et le genre est lancé. Va y en avoir une tripotée de films SOV à zéro budget qui vont percer. Le dernier sur la liste Wikipédia, dernier en date qui a percé en tout cas, c'est en 2009 avec Trash Humper d'Harmony Korine. Je sais pas si vous avez déjà vu Trash Humper, je pense que oui, mais c'est un film de détraqué du slip, autant qu'Harmony Korine est un détraqué du slip aussi. Ça c'est en 2009, mais on va remonter et pas que en Amérique. En 2003, il y a Gozu de Takashi Miike qui sort, je l'ai pas vu, mais connaissant le cinéma de Takashi Miike qui est vraiment aussi lui, détracos, je pense que tu mets les deux dans l'arène, Harmony Korine et Takashi Miike, je sais pas celui qui a le cinéma de plus grand détracos, je pense que c'est Takashi Miike pour être honnête, mais on remonte en 2001 avec du cinéma de gros dégénérés et August Underground, le premier. Je ne reviendrai pas sur ce film, je pense qu'il y a déjà eu 1000 personnes qui ont parlé des August Underground, je les ai découverts beaucoup trop jeunes et j'aimerais sortir ce cinéma là de ma tête, donc je ne veux plus parler de mes traumas. On fait un petit saut en 97 en Allemagne avec Premuntos qui sort, je ne dirai jamais le titre en entier, c'est de l'allemand, je ne vais pas réussir, mais en tout cas c'est un film d'Olaf Hittenbach et autant Premuntos que son réalisateur sont des piliers du cinéma underground allemand, DTV, au même titre
titre que Andreas Schneider. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont déjà rencontrés les deux parce que quand on parle de cinéma DTV allemand, c'est Olaf Unterbach qui ressort le plus souvent. On fait un saut de 10 ans en arrière, donc en 87, et on revient en Amérique avec Video Violence de Gary Cohen. Et il faut qu'on s'arrête 2 minutes sur ce film parce que quand on parle de cinéma SOV, quand on parle de cinéma shot on video, Video Violence est pour moi le meilleur exemple parce que pour moi ce film a une frontière entre SOV et film tourné en SOV. Je vais m'expliquer, attention, mais je vais prendre pour exemple le Vidéodrome de Cronenberg. Vous prenez Vidéodrome et vous rajoutez un aspect qui est méta, d'autant plus avant-gardiste parce qu'on est en 87. Attention, va falloir me suivre, mais par-dessus ça, tu rajoutes une question de qu'est-ce qui rentre dans la diégèse interne du film, c'est-à-dire le film dans le film, et qu'est-ce qui vient intégrer la diégèse externe, donc c'est-à-dire le film. Et il y a toute une parabole qui est super intéressante dans Video Violence par rapport à ça. Surtout quand tu le transposes au sujet du jour, qui sont les films SOV, et donc tourner en caméra et inclure un aspect méta là-dedans en 87, je trouve ça plus que brillant. Donc là, vous allez me dire, pourquoi t'as pas fait un podcast sur Video Violence? Parce que je suis con, et que le sujet du jour en est d'autant plus con, et pardon. Bref, nous on remonte dans notre machine à voyager dans le temps, et on arrive en 1984 avec la sortie d'un film qui est déjà culte parce que c'était dans son nom, c'est Blood Cult. Mais c'est pas pour ça que cette date nous intéresse. Cette date nous intéresse parce qu'en 1984 sort le film Vendredi 13 chapitre final, issu d'une saga plus que pas ouf initiée dans les années 80. Je pense qu'on connaît tous sa saga Vendredi 13 ici, pas besoin d'y revenir, de toute façon je ne vais cesser de faire des paraboles avec cette, j'allais dire, insert gros mot saga durant ce insert gros mot podcast. En 80 sort donc Vendredi 13 de Sean S. Cunningham qu'on connaît tous, et il va pas tarder à arriver sur le câble pour faire part de ses exploits cinématographiques à toute une part de la population qui ne s'est pas déplacée en salle. Et c'est dans les années 80 que notre cher protagoniste du jour, Todd Jason Cook, va se retrouver devant ce câble beaucoup trop jeune pour regarder un film qui est beaucoup trop nul et lui donner des inspirations qui vont être beaucoup trop destructrices. J'y vais pas de main morte. Gros turnover dans la tête de Todd Jason Cook qui va assister à ce massacre sanglant de Kevin Bacon dans son lit. J'adore Kevin Bacon. Respect sur ce gars. Et à partir de ce moment-là, Tom Jason Cook va devenir dégénéré. Après, on s'entend par dégénéré, je suis en train de faire un podcast sur des films ultra violents. Je pense qu'on a tous une petite part de dégénéré en soi. Autant que vous qui écoutez ça que moi. Bien évidemment, si vous l'écoutez, ou alors s'il y a vraiment zéro écoute, c'est moi le seul dégénéré, je l'assume jusqu'au bout. Mais Vlatipak, ça prône la création et que ça va prendre la caméra de ses darons comme chaque personne fan de cinéma l'a fait quand il était petit. Lui, il voulait jouer dans ses films. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dénicher les voisins, il allait toquer à la porte, il allait dire bonjour, est-ce que Hugo peut venir prendre son vélo et venir jouer avec moi? Oui. Et non, ce que tu ne sais pas, c'est que Hugo va jouer dans un film d'horreur avec du sang alors qu'ils n'ont que 7 ans et ils sont en train d'apprendre les multiplications à l'école. Et le pire dans cette histoire, ou le meilleur d'ailleurs me direz-vous, c'est que son daron il va l'aider activement à faire ses films, donc il va prendre part entière dans la création cinématographique de son fils. Il va l'aider à trancher des têtes, à mettre du sang un peu partout, et bougez pas, j'appelle la DAS. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Todd Jason Cook, au-delà de Cook, excellente vanne des films avec ses voisins et son père le détraqué, c'est un grand fan de cinéma d'horreur. Son film préféré c'est Slaughter Height, ça va se ressentir de toute façon dans Evil Night, ce côté un peu adolescent dans le lycée qui sont tous trucidés. Et il aime forcément les camps films à base de Vendredi 13 et ça se passe dans un camp et toutes les merdes qui s'ensuivent et oh là là il y a un tueur. Mais le plus marrant c'est qu'il adore les basic nerd revenge story. Vous le sentez venir. Slaughter Height, camp film, Basic Nerd Revenge Story, c'est un très mauvais mélange. Petite anecdote, il voulait combiner tout ce qu'il aimait et en faire un remake de The Burning, donc Carnage en France. Je sais pas si vous voyez, c'est le... Moi j'ai jamais vu ce film, mais c'est la jaquette du film, c'est le tueur qui est au-dessus des gens avec une faucille. Je sais pas si vous voyez ce film, c'est un classique du slasher que je n'ai jamais vu. Bien évidemment, nous allons lui refuser les droits, parce que sinon ça serait trop facile, le cinéma, désolé, mais moi aussi j'aimerais bien faire un remake de quelque chose. D'ailleurs ce n'est pas le remake de Carnage qu'il voulait faire mais une suite. Bref, dans tous les cas il a pas eu les droits. Est-ce qu'on rajouterait pas l'ingrédient du début à notre cocktail qui est déjà plus que détonnant, dont je rappelle les ingrédients qui sont Slaughter Height, Camp Film et Basic Nerd Revenge Story, c'est super dur à dire. On va rajouter SOV, voilà, et on va secouer tout ça et on va cracher Evil Night. Bon, on va peut-être se calmer et donner 2-3 indications avant de se lancer dans cet enfer, mais il faut savoir que le film ils l'ont tourné en 92, donc c'est la date de sortie du film. Todd Jason Cook il avait 19 ans quand il a tourné le film, donc t'as 19 ans, t'es pas très mature, tu regardes des films d'horreur, t'es encore moins mature, je sais ce que c'est. Voilà, le film a un budget de 500$ et ça c'est juste pour la location des lights et des barn doors. Donc les barn doors c'est les petits volets. Je savais même pas qui louait les barn doors, pour moi c'était avec la location. C'est vraiment des radins les Américains. Ils ont mis une petite annonce dans le journal pour dire on va tourner le prochain Spielberg et il y a quand même eu 500 personnes en 10 heures qui ont candidaté, ce qui a permis quand même d'avoir des petits castings. Bon je pense que c'était les gens de la ville qui ont...
qui ont candidaté parce que le jeu d'acteur est nul à chier. Voilà. J'espère pas qu'il y avait des acteurs en devenir. Je m'excuse auquel cas. Le film a pris 4 semaines à être tourné. C'est un peu beaucoup. 4 semaines. L'assistant réel devait être débordé, le pauvre. 4 semaines pour 3 plans qui sont remis en boucle dans le film. On va le voir, c'est assez risible. Non, en vrai, 4 semaines, c'est ok. À titre de comparaison, c'était 18 jours pour Jack Frost et on voit le résultat. C'est pas les mêmes personnes, c'est des non-professionnels. On ne juge pas à 4 semaines, ça reste peu pour ce qu'il veut faire. Non, j'essaye de m'imaginer, ça reste peu. On reste focus, professionnel. Petite anecdote dont on s'en fout, il y a eu 3 personnes différentes à passer sous le masque du coup de Evil Knight pendant le film, dont Todd Jason Cook qui lui, dans la scène des toilettes, va se faire buter, donc il apparaît 2 fois dans le film. On s'en fout de cette anecdote. Mais ce dont on se fout un peu moins, c'est que Todd Jason Cook, lui, il avait l'habitude de faire ses montages sur caméra avant de les mettre au montage, justement, avant de l'envoyer en post-prod. Et il tournait, il faisait déjà les montages grâce au caméscope, ce qui lui a permis d'avoir un temps de montage beaucoup plus réduit parce qu'il avait déjà presque tout prémonté en fait. Ils ont envoyé le film à Columbia et ils ont envoyé le film à Warner Bros pour essayer d'être distribué. Ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Ils n'ont pas réussi. Du coup, il a distribué solo, la culture de la persévérance, et c'est trop GG à lui, tout en indépendant. Franchement, non. Un gros respect pour ça, parce que c'est chiant. En vrai, le cinéma, c'est dur. C'est bon, je viens de speedrun les anecdotes. On peut y aller, on peut s'attaquer à Evil Knight. Let's go! Assholes. Ça commencerait très bien avec un mec qui se fait bully, on lui met de la chantilly sur la tête. Ça annonce, hein, on l'avait dit, un Slaughter Height, il est là, dès les premiers plans. Et après, t'as un générique qui est vraiment hyper long. Je vous jure, il y a vraiment 5 secondes entre chaque nom. Genre, t'as un nom, 5 secondes de noir, un nom, 5 secondes de noir. Beaucoup trop long. On a une sexy girl qui va s'avérer être la final girl. Attention, ça va être le running gag de ce podcast, cette final girl poubelle. Autant poubelle que ce podcast. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas la final girl, c'est la sexy girl et elle attire le basic nerd guy. Ça y est, deuxième ingrédient, hop là, on commence à remuer. Et direct, on rentre dans le concept de final girl inversé. Vous allez voir, elle aguiche Jimmy. Mais en fait, c'était juste un bait pour que tout le monde le bully. Et quand je vous dis qu'il y a tout le monde qui le bully, c'est qu'il y a vraiment tout le monde qui le bully. Hein. Tout le patelin est autour. Vraiment de Saint-Montré-sur-Doigt à Tatooine, ils sont tous là en train de faire ha ha ha. Ils ont tous des masques d'ailleurs d'Halloween. Il y a un masque de Michael Myers à retenir ça. Il y a beaucoup de références au film dans le film, d'ailleurs peut-être involontaire. Carrément même, on va jusqu'à le pousser, il tombe, il saigne un peu et on le laisse pour mort. Sauf que, c'est mal connaître notre Jimmy, ils se barrent tous en croyant qu'il est mort. Hyper bâtard de faire ça d'ailleurs, mais là n'est pas la question, nous sommes dans un film nul, donc pourquoi pas continuer dans la nullité. Notre Walter White professionnel et qui est Jimmy va faire un peu de chimie, il va mélanger des potions et il va boire la potion pour lui donner des pouvoirs. Ouais, ça fait peut-être beaucoup d'informations débiles à la minute, je suis désolé. Changer de podcast. Jimmy devient Evil Knight. Attention, ça en jette. C'est vraiment le pire nom. Mais bon, Evil Knight, qui dit Evil Knight dit meurtre. Et il va faire son premier meurtre. Enfin, ce que j'ai appelé son premier meurtre parce que je suis même pas sûr. On est filmé de nuit au SOV, donc sur la cam, on fait péter les ISO. C'est éclaté. J'imagine que c'est un meurtre. En tout cas, ça avait tout l'air. D'un point de vue sonore, c'est un meurtre. Donc j'imagine, après il a peut-être fait des bails chelous, ça m'étonnerait même pas. Mais nous, en montage alterné, on nous propose une soirée, trop bien. On va danser, absolument que non, on va pas danser, on sommes dans un film d'horreur. Ce plan soirée, je pourrais le comparer à un carton pendant ce temps-là. C'est exactement la même chose. À chaque fois que on va se rendre à cette soirée, il y aura le même plan, les mêmes gens, la même danse. Pareil. On a 2 gros porcs qui sont en train de regarder la soirée par la fenêtre et en train de baver alors qu'ils ne sont visiblement pas invités. C'est le Karmat avec Appa Bully, notre cher Evil Knight qui va arriver pour te buter d'ailleurs, je spoil. Mais bon, ces 2 gars-là, ils vont s'asseoir, ils vont se poser, ils vont allumer une batte, tranquille, ils sont pas invités, c'est pas grave. La weed, c'est légal, c'est pas légal. Jimmy, aka Evil Knight, arrive pour faire face à ses agresseurs et il va en pousser un sur un tuyau d'arrosage, c'est un peu bien fait, il va écraser la tête de l'autre. C'est un peu bien fait, c'est ok. J'ai pas énormément de choses à dire sur ces meurtres. Ce qui va nous intéresser, ça va être la scène suivante. Parce que slasher de série B un peu underground, SOV poussif, oblige, il y a une scène de fesses, hein, elle est toujours présente. Moi je vais embellifier la chose, je vais dire que les extrêmes s'attirent, donc c'est normal qu'il y ait des scènes de fesses dans des slashers, parce que la mort d'un côté, l'amour de l'autre est... Oui, c'est marketing. C'est marketing dans un film bof tier tel que Vendredi 13, mais qu'est-ce que c'est dans un film de Todd Jason Cook? Je vais vous donner la réponse, ça sert à rien. C'est le modèle même de la critique, on ne s'amuse pas à détourner les codes, on applique juste les codes et on les applique très mal en plus. Et pourquoi on les applique? Qu'est-ce que ça... Pourquoi? Et le pire, c'est que c'est très mal filmé. Alors attention, je passe pour un pervers à dire ça, je ne suis pas un pervers, on débunk, on n'est pas là pour de la porno.
ou quoi que ce soit. Nous, on est là pour l'amour du cinéma et l'amour de la beauté des corps qui s'assemblent. On s'entend, bande de petits coquins. Mais là, c'est vraiment 4 plans divisés en 2 actes. Donc le premier acte, c'est un plan large de dos et un plan large du côté gauche qui sont alternés. Et le deuxième acte, c'est 2 très gros plans. Un plan sur la face de la femme, un plan sur la face de l'homme, qui sont aussi alternés. Après, on repasse sur les plans larges. C'est moche, c'est inutile, ça ne sert à rien. Pour couronner le tout, il y a une musique qui s'arrête en plein milieu, qui peut-être annonce un meurtre, et non, parce qu'elle s'arrête et il continue l'acte, et c'est nul à chier. Et je suis vraiment en train de suranalyser de la merde, et ce genre de scène me fait remettre en question de pourquoi même je suis en train de parler de ça. Pourquoi même ça fait remettre en question sur mon existence et sur ce que je suis en train de faire de ma vie, en fait. Je rigole même pas, parce que là, on touche une frontière entre la débilité pure et le mimétisme, parce qu'en aucun cas on peut parler de référence. Là, c'est juste du... Tu fais ça dans ton film, je fais ça dans mon film, et moi ça sert à rien. Toi déjà que ça sert à rien, alors moi, waouh. Bah jusque là, Evil Knight c'est pas top, hein. Et c'est pas là, on a le droit, hein. De toute façon il faut créer. Mais moi ce qui me pose juste question, c'est la fanbase autour de ce film. Ça, voilà, c'est comment tu peux aduler ce genre de film. Tu peux au moins concevoir qu'il ait le mérite d'exister, mais tu ne peux pas l'aduler, c'est pas possible. Je voyais des mecs sur Reddit, ils avaient des coffrets 4K du bordel, j'étais en mode mais stop les gars quoi. Les 2 personnages qui pratiquaient le coït vont mourir tour à tour à base de splash sur le mur, et je me demande si d'ailleurs c'est pas la scène des toilettes où apparaît Todd Jason Cook, parce que j'étais tellement... Ah, c'est chiant que mes notes, j'ai délaissé à un moment. À partir de ce moment-là, nous allons avoir l'introduction d'un pouvoir télékinésique que possède Jimmy, du coup, après avoir bu les potions. Et de ce que j'ai compris, c'est ce qui faisait kiffer les fans, en fait. Ce qui faisait que la saga, elle avait un attrait, un atout original, en tout cas. C'était ce pouvoir télékinésique. Bah, GG Wellplay, t'as juste qu'à regarder Vendredi 13, partie 7, et t'as un cerf gros mot Scream Queen, enfin Final Girl, qui a un pouvoir télékinésique et c'est d'ailleurs nul à chier. Bah là GG, tu l'as transposé au tueur. Bah voilà, t'as regardé Vendredi 13 partie 7. Faut que je vérifie les dates, je suis en train de cracher, faut que je vérifie les dates. Ça se trouve Vendredi 13 partie 7 est sorti après. Oula, Sauvé du Nil, il est sorti 4 ans auparavant. Donc t'as copié, bouh. Gros disclaimer, je faisais l'éloge, enfin pas l'éloge, j'ai dit que c'était pas un bon film, mais de Hobgoblins, là où Hobgoblins c'est carrément une copie ratée, oui c'est raté, de Critters, qui lui est une copie réussite des Gremlins, attention. Je faisais l'éloge de ça, c'est pas tant grave de copier, c'est pas grave. Ok, pouvoir télékinésique c'est cool, mais c'est tellement mal exploité. Mais grâce à ce pouvoir télékinésique, il va pouvoir appuyer un propos goudron anti-tabac et faire exploser une cigarette. Je ne doute pas une seule seconde que c'est anti-tabac, et merci pour ça. Attention, carton pendant ce temps-là, c'est le fameux plan fait à la maison, et ça va déclencher notre première... Ce passage est plus que border. Notre cher Jimmy va faire rentrer un couteau dans le bal-trou et le faire ressortir par la teubie. C'est marrant, c'est crade, on passe à la scène suivante, qui est la plus intéressante pour moi, c'est la scène de la chambre. Qui est la plus intéressante pour plein de gens. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires et dans des reviews et tout, des gens qui parlaient à chaque fois de cette chambre. Et en fait, c'est intéressant, c'est la multitude de posters, d'easter eggs qu'il y a dans cette chambre, parce que c'est fou. Et moi, je vais aller encore plus loin dans mon analyse en disant que ça en dit long sur ce qu'est Evil Knight. Alors oui, ça en dit long parce que c'est placardé de films d'horreur, mais de pas n'importe quel film d'horreur, et c'est pour ça que je vais essayer de vous décrire ce que c'est. Avant de s'attaquer au poster, petite anecdote, il faut savoir qu'il y aura la poupée présente dans la chambre qu'il va réutiliser dans son film The Dummy, qui est un autre film connu, si ce n'est avec Evil Knight, ses 2 films les plus connus de sa filmographie. Je n'ai pas vu The Dummy, est-ce que j'ai envie de voir The Dummy au vu d'Evil Knight? Non. Ça se pécho vénère dans la chambre, mais nous on s'en fout parce que malgré une qualité 144p atroce qui m'a empêché de voir l'intégralité de tous les posters, j'ai quand même pu en déceler certains. Bon, déjà c'est simple, il y a un mur à l'effigie de Jason, il a dû imprimer plein de photos venant de tous les films Vendredi 13 et il les a placardés parce que oui, Evil Knight c'est Vendredi 13 version nulle. Il y a aussi des posters de Michael Myers, même si God Save Halloween de 78 de Carpenter, parce que on le mêle pas dans ces histoires. T'es innocent mon grand. Nous allons retrouver 2 grands posters de Vendredi 13 partie 5 et Vendredi 13 partie 6 qui sont respectivement le pire opus de la saga et le meilleur opus de la saga à ce moment-là, parce que Jason va en enfer n'est pas encore sorti, il sortira 1 an plus tard en 93 et là nous sommes en 92. Donc assez marrant, le pire Vendredi 13 à ce moment-là avec le meilleur, ça en dit long. Attention, petit disclaimer, il a le droit d'aimer Vendredi 13 partie 5, d'autant plus que moi je l'aime bien, cet opus ça fait longtemps que je l'ai pas vu, faudrait que je le revoie, parce que j'ai revu Vendredi 13 partie 6 qui est quand même un des meilleurs et j'étais en mode ah ouais, oh, c'est pas ouf. Donc Vendredi 13 partie 5 j'ai un peu peur, mais aussi loin que je m'en souviens, j'apprécie beaucoup ce Vendredi 13, même si, attention spoiler alerte, passé de quelques secondes si vous avez pas vu Vendredi 13 partie 5. J'avais prévenu, mais c'est pas Jason le tueur, même on l'apprend à la fin du film que c'est un parent de bref de je sais plus quoi. Moi j'aime beaucoup.
celui-là, et j'aime beaucoup un peu dans l'asile là avec le petit Tommy Jarvis qui est qui est complètement fou dans l'asile des fous et ça se tabasse là-dedans, moi j'aime bien. Nous retrouvons un poster de Freddy 3 qui est le meilleur Freddy après le 1 pour moi et pour il y en a d'autres, enfin bref, c'est un des meilleurs Freddy 3, c'est ok. On retrouve Carnage, The Burning, bien évidemment on en parlait avant, il voulait faire la suite, il s'est fait refouler comme jamais. Nous retrouvons un poster de Massacre à la tronçonneuse partie 2, donc c'est Chainsaw Massacre 2, toujours réalisé par Tobe Hooper, et je le trouve très significatif pour Evil Knight parce que vous le savez autant que moi, Massacre à la tronçonneuse 2, comparé au 1, enfin comparé à Massacre à la tronçonneuse qui est un des meilleurs films jamais réalisés, tout cinéma confondu, vous n'êtes pas prêts pour ce débat, enfin bref, il va perdre cet aspect un peu glauque au profit d'un ton comique. Et c'est ce ton comique désaxé de tout côté glauque qui va le plus coller à l'univers d'Evil Knight. Le pattern commence à se dessiner, en plus Massacre à la tronçonneuse c'est le meilleur exemple, mais ce n'est pas le seul, il y a beaucoup de suites qui sont placardées dans sa chambre à Todd Jason Cook. Et là où Massacre à la tronçonneuse 2 brille parce que Tobe Hooper, dans le fait de prendre à revers ce côté glauque pour un ton comique, il y a d'autres suites qui n'y arrivent totalement pas, et même la comédie devient malvenue par certains instants et gênante parce que c'est raté. Et peut-être que Todd Jason Cook s'inspire du meilleur Massacre à la tronçonneuse 2 parce que Tobe Hooper, comme du pire, j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que ça va venir dans la liste parce qu'elle est assez longue. Je sais pas si ce que je tente d'apporter est très clair, mais nous on va continuer cette liste non exhaustive de films placardés dans sa chambre. Il y a Chucky 2, Chucky 2, très bon film, j'en ai parlé dans Jack Frost. Nous avons Howling 5, donc Hurlement, je n'ai jamais vu tous les Howling, j'ai vu que le premier et j'adore Joe Dante. Pourtant Hurlement c'est un des films que j'aime le moins, donc je n'ose pas imaginer, en tout cas de mon point de vue, la suite des Howling. Je pense qu'il y a un peu de comédie comme je le disais, je ne sais pas, je me jette la pierre. Hurlement 5, ça vaut ce que ça vaut, je ne sais pas, on passe à la suite dont je n'ai pas vu le second opus, encore une fois c'est Necromantics 2. En fait le premier opus est tellement glauque que j'ai même pas envie de voir le deuxième opus, mais je crois qu'il y a un peu plus de comédie dans Necromantics 2 si je me souviens bien de ce qu'on m'a dit en tout cas. Mais je crois que j'ai trouvé l'exemple, on va passer avec deux films originaux que je n'ai pas vus mais que j'ai très envie de voir, qui sont Two Devil Eyes de Dario Argento et George Romero. J'ai envie de le voir celui-là, et Robot Ninja que je ne connaissais pas, je l'ai ajouté à ma watchlist, il a l'air bien marrant. Mais on y arrive à l'exemple, c'est House 4. Quel film vraiment nul, potage, tout ce que vous voulez. House 4, il y a juste la scène de la pizza dont je me souviens de ce film, et c'est une sorte de Home Alone revisité où t'as des brigands qui rentrent dans une maison et en fait c'est un peu n'importe quoi, mais c'est juste la scène de la pizza qui m'avait qui m'avait traumatisé. D'ailleurs je crois que c'est le seul de la saga, enfin c'est le dernier à être un téléfilm, mais cette saga qui n'est pas très glorieuse non plus, quoique elle vaut ce qu'elle vaut. J'aime beaucoup House 1 et on parle du House de Steve Miner, hein, le House américain, pas le House japonais, mais du coup ouais, House j'aime beaucoup. House 2 c'est un ovni, House 3 il est pas si ouf que ça, et House 4 waouh il est vraiment très nul. Téléfilm, voilà, on a notre exemple. Il prend exemple sur de la merde. Petit disclaimer, j'adore les jaquettes de House et si jamais j'ai un poster d'une des affiches de House, j'aimerais bien évidemment l'accrocher parce que c'est trop beau. Et en parlant de poster, d'ailleurs, j'ai oublié de rajouter, c'est incroyable d'avoir tous ces posters dans la chambre. Le poster de Massacre à la tronçonneuse 2, je le veux, mais je veux pas celui-là. Moi, je veux de l'autre affiche originale, là où c'est une parodie de Breakfast Club de John Hughes. Je veux cette affiche, je la trouve stratosphériquement drôle. Deuxième exemple de suite, alors là, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, ce n'est pas une suite à proprement parler, mais en tout cas ça fait partie d'un universe du PMCU pour être tout à fait exact, du Puppet Master Cinematic Universe, c'est moi qui l'ai inventé, elle est gratuite. C'est Bad Channels, alors je vais vous expliquer le lien et vous expliquer pourquoi c'est une suite, parce qu'à la fin de Bad Channels, il y a Dollsman qui fait une apparition, Dollsman qui a un film avec les Demonic Toys, et les Demonic Toys ont un film avec les Puppet Master, donc c'est le même univers pour moi. Je veux pas vous entendre, oui, mais c'est juste pour faire des connexions, pour faire de l'argent, pour dire c'est dans le même univers, c'est une suite, c'est le... Marvel nous l'a montré, c'est une suite. Bad Channels n'est pas bon, parce que je me souviens, il est 13e dans mon top du PMCU, et j'ai dit que c'était des bons films que j'aimais bien à partir du 12e, qui est Puppet Master 6, et Puppet Master 6 est très bon. À bon entendeur, bien évidemment, on est dans un podcast de Carnivoras, quand on dit que c'est bon, c'est pas forcément bon. C'est bon pour nous, c'est pas bon pour les autres. On avance, parce que là, ça fait un peu trop longtemps qu'on est stack dans ces affiches de cons, mais on a une première affiche non horreur. Quoique, est-ce que cette affiche intervient avant l'affiche du Magicien d'Oz ? Bon bref, on va dire que Le Magicien d'Oz c'est un film d'horreur. Career Opportunities de Brian Gordon, voilà, un film de série B un peu avec une sexy girl à la Girls Next Door. Mais bref, où je voulais en venir, je l'ai déjà un peu amorcé avec Massacre à la tronçonneuse 2, ce n'était pas prévu, c'était plus tard dans mes notes, mais tant mieux. T'as le schéma qui se dessine, le gars est un fan de suite. En vrai, on est tous fans de suite ici. Moi, mon podcast s'appelle Saga de con parce que j'adore les sagas, mais on sait très bien que c'est pas forcément une bonne chose, les suites. C'est souvent pas une bonne chose d'ailleurs. Les suites, c'est souvent des CTRL-C, CTRL-V des premiers opus sans réel intérêt si ce n'est l'argent. Sauf que le problème qui s'ensuit, c'est que tu enlèves cet argent, tu enlèves le talent, tu enlèves le matos, tu enlèves l'expérience.
Qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne Evil Knight, qui est un bébé qui s'inspire de suites vraiment mauvaises, les suites qui sont déjà mauvaises avec du talent, de l'argent et tout ce que vous voulez, qui donne un bébé. On va faire une métaphore un peu geekos dégueulasse, mais c'est comme si Jason Voorhees s'accouplait avec un monstre de Starship Trooper. Voilà, vous voyez le bordel que ça donnerait, ça serait pas un bébé tout mignon quoi. Et je m'excuse encore une fois, c'est ce que je disais au début du podcast, j'appréhendais ce podcast parce que je suis littéralement en train de cracher dans la soupe là. Donc ce podcast, ça se trouve, il sortira jamais, parce que moi je suis un grand fan des suites et je prône la création, et là je suis en train de vous dire ce que vous faites c'est de la merde. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me contredis à ce point? Parce qu'il y a des moments, il faut dire les termes. Mais voilà, si ça se trouve, ce podcast, je ne l'assumerai jamais. Et en parlant de podcast, j'ai l'impression qu'on dévie un peu. Revenons à nos moutons avec une bonne sonnerie. Ce passage est plus que border. On reprend le film avec un coup de machette dans les coups, qui est suivi d'une scène dans un garage où le garage électrique qui s'ouvre, qui se ferme. Ça nous fait forcément penser à Scream, qui est sorti plus tard. Attention, pas de mad podcast ici, c'est pas du plagiat, Scream est sorti plus tard, on peut pas t'enlever ça, Evil Knight. Mais par contre, la suite, tu aurais pu t'abstenir absolument pas. C'est drôle, il met des fessées au gars. C'est avec un gars, ouais, c'est un gars, il lui met des fessées avec une planche cloutée. Ça, c'est marrant. Voilà, c'est ce qu'on veut. Nous, on est débiles. Attention, petit carton en attendant. On a ce plan soirée qui est éternel et ça danse. Et on a la final girl du début, du coup, celle qui avait aguiché notre cher Jimmy et qui l'avait bully, qui va venir découvrir tous les corps. Moi, j'ai envie de te dire tant mieux. Enfin, tant mieux, c'est horrible. Waouh, c'est horrible dit comme ça. On est dans un film, encore une fois, debunk. Disclaimer du podcast. Ce que nous faisons, c'est du cinéma. Je suis en train de dire qu'on fait pas du cinéma. Je vous l'accorde, c'est le podcast de la contradiction. On va dire les termes maintenant et j'insulte personne, c'est juste que je trouve ça un peu marrant d'insérer des gros mots des fois, mais on doit prendre le parti de cette connasse qui est mal écrite en plus. Elle était inexistante pendant tout le film et elle vivait simplement à travers les paroles de Jimmy qui disait You will soon be mine, Jennifer. Et là, on l'a. Final Girl de con, et c'est super long, et après elle va trouver les produits chimiques et c'est encore plus long, elle est là, qu'est-ce que je vais mijoter, et il y a de 5 minutes elle est en train de regarder les produits chimiques, ouais, c'est bon, passer à autre chose. Et du coup ça m'a tellement saoulé que résolution de l'histoire, j'ai plus de notes, c'est elle tue Jimmy, voilà, c'est elle qui était à l'origine des mots de Jimmy, et c'est elle qui va le tuer, c'est elle qui l'a aguiché pour le bully, c'est elle qui va le tuer. Est-ce que vous avez les termes? Est-ce que vous comprenez que ce scénario est vraiment nul à chier? Et c'est pas fini en plus parce que elle est un peu désemparée, elle divague dans la rue, et t'as un autre nerd qui arrive en voiture et qui lui propose d'aller dîner avec elle. Elle va accepter, je sais même pas pourquoi, et plot twist de l'histoire, en fait ce nerd c'est le frère de Jimmy. Voilà. Et dites-vous qu'il y a des gens sur Letterboxd qui ont dit waouh, le plot twist est vraiment cool. On va y revenir ça. Fin parfaite. Comment ça, fin parfaite? Même un gosse de 5 ans aurait pu l'écrire. Et oui, je vais y revenir parce que je vais citer une critique Letterboxd dont d'ailleurs j'ai oublié de noter le nom de l'utilisateur, mais on s'en fout parce que c'est Evil Knight, c'est pas quelque chose d'autre. Mais ce gars-là, je quote, il nous dit il faut bien sûr être indulgent avec ce genre de film. Tout le monde a l'air de s'amuser. C'est un petit slasher correct et la fin est plus que parfaite. Je suis d'accord avec le début. Faut être indulgent. Je suis moins d'accord avec la fin. Et les deux fins. C'est vrai qu'on peut pas retirer ça au film, que ça s'amuse, ça prend son temps, ça essaye de faire des bons trucs et on salue la perf, on salue le courage, tout le monde est heureux, tout le monde fait ses trucs, tout le monde est cool. En vrai, il y a une réelle envie de donner quelque chose et je suis en train de rigoler parce que dans mes notes, j'avais mis donner quelque chose entre parenthèses, de rater quelque chose. C'est vrai. Et en vrai, tout ce qu'on veut, nous, c'est promouvoir la création dans ce podcast et vous l'avez compris. Donc, GG Wellplay, merci pour les travaux, les gars. Je vais essentiellement retenir 2 trucs cool de ce film. Parce que, bon, ça va être un peu plus compliqué d'en retenir d'autres, mais le premier truc cool, c'est que tout le monde reconnaît Jimmy à chaque fois qu'il est sous le costume de Evil Knight. Il est en train de parler et les gens ils disent c'est toi Jimmy? Et lui il fait bah non. Et ça j'ai trouvé ça un peu marrant, tu vois, un peu méta, un peu drôle. Enfin même pas méta mais drôle. Puis le deuxième truc c'est qu'on essaye d'avoir des morts brutales et inventives et ça on peut pas l'enlever parce que c'est le postulat de base de la saga des Vendredi 13, des meurtres violents et c'est ce qui en a fait sa réputation. C'est sûr, on l'a dit en long, en large, en travers, en amont, en aval, Evil Knight s'inspire librement de la saga Vendredi 13. Mais la saga Vendredi 13, elle, s'inspire, et même plus loin que s'inspire, est un pur rejeton, j'ai noté, je suis vraiment très méchant, de Halloween, de John Carpenter. Et j'irai plus loin en disant que cette saga n'est pas un cadeau dans l'intellect cinématographique, et je pense que Vendredi 13 a plus desservi le slasher et le cinéma d'horreur d'un point de vue artistique, d'un point de vue intellectuel. Sauf que ça, je pense que les ayants droit de Vendredi 13, ils s'en foutent, parce que c'est une question de thunes, et Vendredi 13, c'est une saga Afrique, c'est une saga qui marche, moi c'est une saga de cœur, j'adore Vendredi 13, c'est même peut-être tatoué discrètement sur mon corps, sauf que Vendredi 13 donne naissance à une fanatitude qui pousse à refaire sans réinventer. Un hommage à cette saga, mais un hommage à une brutalité dénuée de propos. Et malheureusement, Evil Knight, c'est sympa, mais c'est fade, ça va profiter du processus SOV et du low budget pour essayer de produire quelque chose, mais malheureusement, ça a pas beaucoup d'intérêt. Pour le comparer à mes autres films chroniqués dans les podcasts, on n'est plus dans le feel-good movie à la Jack Frost, on n'est plus dans l'horrible Terror Toons qui renvoyait à l'enfance détruite par du LSD, on n'est pas non plus dans du Violent Shit qui testait des trucs complètement cons et brutaux avec un non-scénario qui rendait ses opus si intéressants et précieux. Là, on est juste dans le non-film. Dans le non-film, mais juste dans une prestation et nous montrer, on peut faire quelques effets gore cool
qui renvoient à Vendredi 13, mais il n'y a pas de propos. Forcément qu'il y en a qui ont essayé de trouver du propos dans Evil Night. Je vais quote encore une fois une critique Letterboxd qui disait « Capturer la flamme de la jeunesse, du plaisir et de la naïveté avant qu'elle ne s'éteigne lentement sous le poids des responsabilités du monde réel. » Je suis désolé, mais moi j'ai pas trop retrouvé ça dans le film, à part s'il veut parler d'une naïveté, et si cette naïveté c'est aller bully des gens et au final tuer ces mêmes gens parce que la vie est mal foutue, au lieu d'appeler la police simplement. Putain, c'est vrai qu'il y a une super naïveté là-dedans. Après, je suis méchant, forcément, c'est un processus de création, on essaye de donner, on essaye de créer, et moi en aucun cas je n'ai perçu ce message. Ce message, tu peux très bien le percevoir, on parlait d'Harmony Korine tout à l'heure, mais dans ses travaux qu'il a effectués avec Larry Clark, qui sont Kids et Ken Park, là-dedans tu peux le voir un peu, ce propos insufflé de l'insouciance, de l'adolescence et de tous ces tracas avant la vie du monde adulte, mais en aucun cas je le vois là-dedans, quoi. Pour moi c'est juste une bande d'ados débiles. D'ailleurs c'est l'instant Reco, et pas Rocco Siffredi, excellent, je me suis rendu compte en le disant. C'est l'instant Rocco parce qu'il y a Frankenstein qui est sorti, ce qui m'a permis de revoir le labyrinthe de Pan, que je n'avais pas vu depuis très longtemps, et de me rendre compte de la similarité du labyrinthe de Pan avec L'Esprit de la Ruche, un film espagnol des années fin 70, que je vous conseille énormément, genre vraiment sur l'insouciance pure et dure, mais là c'est plus lié à l'enfance et non pas à l'adolescence, l'insouciance pure et dure, j'allais dire le tombeau de Luciole, rien à voir, L'Esprit de la Ruche, masterclass, notez ça dans vos watchlists. Bref, revenons dans notre pâle copie de Vendredi 13 qui n'a même pas compris l'essentiel de ce qu'il tente d'approcher, et pour moi c'est la limite du SOV. Ça va être très simple, on va le différencier comme ça. Pour moi, Violent Shit c'est du cinéma, là où Evil Night, c'est un montage vidéo fade et mal fait, copiant inutilement une saga qui est médiocre, mais que j'adore, attention. Ok, il y a des passages cool, mais tout sincèrement, j'ai du mal à comprendre la hype, à part si t'es le pote du réal et que t'as filé 2 balles pour que le projet avance. Et ça a été mon erreur, justement, en regardant Evil Night, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux raconter sur ce film si c'est juste relater ce qui se passe dans le film, dire que c'est des scènes fun, mais qu'en fait c'est nul. Là où dans d'autres podcasts, j'essaye de tirer le film vers le haut, en alimentant mes arguments par des anecdotes, en alimentant le folklore du film, je me suis planté, je dois avouer. La question est pourquoi je persévère avec ce podcast, c'est parce que j'avais commencé à écrire et j'avais pas envie de jeter mon travail à la poubelle. Je pense que vous pouvez comprendre. Et on s'en fout de toute façon, on passe à la suite qui est encore pire. Il est encore pire, je vais vous dire un truc, vous allez vous dire, ok, ça annonce la couleur. En interview, Jason Cook, il a dit qu'il kiffait le tap de Chris Severs. Et spoiler alert, Chris Severs, c'est le gars qui va réaliser la suite de Evil Night. On va vous donner 2-3 films pour donner la température. Il a fait Tint Light, ça c'est ok. Il a fait Mulva 2, Kill Teen Ape, avec comme jaquette, comme affiche, une parodie de Kill Bill version je ne sais quoi. Déjà quand tu parodies Kill Bill sur ton affiche, c'est qu'il y a un problème. Mais sa saga la plus connue, c'est Terror at Bloodfart Lake. Voilà. On s'arrête là, on y va. Evil Night 2014, on va juste parler des highlights du film parce que sinon j'ai give up le reste. C'est parti. Et j'ai oublié de le dire, c'est un remake. Voilà, c'est un remake. Est-ce qu'on est obligé de le préciser? On s'en fout. Je pense que ça ne mérite pas analyse de putain les remakes début 2000 et si ça, on transpose. Non, là on parle de Evil Night 2014 qui est une vidéo YouTube. Commençons, et j'ai give up dès le début, vous allez voir, c'est très vite, parce qu'on nous introduit dès le début un gros nerd, pardonnez-moi les mots, mais c'est l'archétype qui est poussé à son paroxysme, et on a des gros dézooms au montage, donc c'est-à-dire mais même pas des dézooms optiques, c'est des dézooms numériques, horrible. Et qu'est-ce qu'il y a de pire quand on dézoome au montage? C'est rajouter un sound effect du dézoom, voilà. Est-ce que vous voyez ça dans un film? Non, ce n'est pas un film. Parce que ce n'est encore moins un film quand je vais vous dire que la musique est une musique libre de droit, retrouvable sur des podcasts YouTube. Voilà, c'est le début. On ne critique pas, je veux juste dire par là que on n'est plus dans le cinéma. Là, on va faire un podcast Carnivoras sur une saga YouTube. On reste que sur les highlights. Jimmy, sa mère, elle est en train de s'exciter sur un livre qui n'est autre que Fatherhood de Bill Cosby, qui est un humoriste américain dont je ne connaissais pas le travail avant. Mais en tout cas, le livre a l'air parler avec humour de la relation qu'il a avec son père. Donc, je n'ai pas trouvé de scan du livre, mais je me suis dit... Il n'y a pas à s'exciter là-dessus. Toujours une grosse famille de dégénérés parce que maintenant Jimmy a une sœur et sa sœur, elle est dans le coup pour le bully. Parce que vous savez, il s'est fait bully, c'est un remake donc il va se faire bully. Elle est dans le coup. La Final Girl, quant à elle, est un peu plus cool. Elle va se dire non, c'est pas cool, on va pas lui faire ça quand même. Oh, et puis si, pourquoi pas. Allez, on y va. Ouais. Attention, le labo de notre cher Jimmy et qui est Walter White a maintenant setup et c'est une table d'anniversaire de CE1 avec la nappe en papier qui va avec et le kit du petit chimiste pour faire ses merveilleuses expériences. Et cette fois-ci, c'est la Final Girl qui vient chez lui directement dans son labo et je remercie le scénario de ne
l'avoir fait découvrir le labo maintenant et de nous avoir épargné la découverte du labo du 1, enfin du premier Evil Knight, l'original, où c'était tellement long. On le rappelle encore une fois, merci. Et lui, il est là, il est fier, le nerd, il lui montre tous ces trucs du labo. Elle est là, un peu insistante. Can you show me something bigger, please? Et lui, il comprend pas. Et du coup, on appuie parce que c'est gras. Show me your dick! Voilà, ça va pas dans la dentelle, on y va, on est gros, on est gras jusqu'à la fin. Et il va vraiment lui montrer sa tub et je vous jure, il y a zéro effort, j'ai l'impression qu'on est au collège et c'est du pain de mie. Ils ont fait 2 boules avec le pain de mie et le reste du pain de mie, ils l'ont enroulé pour faire du coup le sgeg. Et c'est du pain de mie sa tub, mais faites un petit effort quand même. Mais ce qui va nous donner... Ce passage est plus que border. Sa tub va se décrocher, je ne sais pas pour quelle raison. Et au moment où sa tub se décroche, ou peut-être avant, ou je sais pas, je m'en fous, il y a tout le monde qui le chope et qui sont là, ah ah, ça le bully. Et on vous rappelle, c'est chez lui, hein, donc c'est sa soeur qui a autorisé tout le monde à bully son frère qui est en train de perdre sa tub. Il tombe dans le labo, ils se barrent tous, et cette fois-ci, petit truc original, c'est que c'est pas lui qui avait bu ses potions, c'est ces potions qui vont tomber sur lui et qui vont le transformer en monstre qui va avoir les pouvoirs télékinésiques et tout le tintouin. Il va attraper une cisaille et on ne peut que voir la référence à Carnage ou The Burning. J'espère que c'est une référence, au moins ça ferait quelque chose d'intéressant dans ce film. Et il va endosser le masque à 33 minutes sur 55 minutes. Donc il nous reste 20 minutes de film. Il vient d'endosser le masque. S'il vous plaît. On a une première scène de fesses qui arrive parce qu'il le faut bien, rappelez-vous la leçon du premier opus, sauf que là c'est une scène de fesses lesbien. On se dit c'est génial, Road to Open Minded, mais je peux quand même avoir un petit doute sur le propos avant-gardiste et féministe et LGBT, tout ce que vous voulez, parce que 2 meufs qui font l'amour et c'est un mec qui réalise et on sait très bien comment ça finit. C'est largement possible, mais tout ce qui entoure le film, tout ce qui entoure les auras et tout, même américain, je peux pas, on peut pas se dire que c'est un propos féministe, donc là je trouve ça lourd que ça soit lesbien. Je suis désolé, mais je pense que c'est pervers. D'autant plus pervers quand on sait que le premier meurtre qui arrive d'ailleurs à 38 minutes 50 sur 55 minutes, c'est très peu. C'est dans la douche et c'est une femme. Genre remake de Psycho. Ah non, c'est un remake de Psychose. Ok, c'est une ref à Psychose. Vous pouvez pas comprendre. On n'est pas juste des gros porcs. Et là, on a une deuxième scène de meurtre qui est un peu plus cool. C'est-à-dire que Evil Knight, il va défoncer un mec et le mec va tomber et on va voir que sa tête, son œil, il se barre un peu à la Toxic Avenger, il descend et les effets sont plutôt cool à ce moment-là. Dans tout ce tintouin, il y a un poster des Gardiens de la Galaxie qui vient se perdre et on ne peut que faire le parallèle entre James Gunn et ses débuts à la Trauma, peut-être une ref à la Trauma, et ouvrir aussi le petit débat que oui, la Trauma fait des choses aussi débiles qu'eux, mais l'avantage de la Trauma c'est qu'ils sont professionnels et qu'ils y mettent du cœur. Et je doute pas qu'ils y mettent du cœur et que c'est des passionnés aussi, c'est la même chose, on reste dans le même environnement et... Gros cœur sur tous ceux qui créent, qui font des films comme ça. De son côté, lui, Evil Knight va mettre à profit ses pouvoirs télékinésiques. Il l'avait déjà fait avec des couteaux, mais ça, je l'ai même pas relevé. Mais pour faire bouger la tub d'un gars avec ses pouvoirs. Assez marrant, et ce qu'il va nous offrir... Ce passage est plus que border. Il va arracher la tub du gars, mais c'est pas fini parce qu'il va le tuer en faisant un 360 avec sa tête. Cette scène, j'ai trouvé cool. Je l'ai trouvé ok bien faite, ok tir. Et ce qui va nous offrir une autre sonnerie, cette fois-ci un peu plus longue, parce qu'on désapprouve. Ce passage est plus que border. Il va prendre le pénis du gars et le tapoter sur la poitrine de la meuf, avant de lui, accrochez-vous bien, enfoncer dans la bouche pour que ça ressorte par l'arrière de son crâne. Voilà, donc on mettait des doutes sur le propos féministe, on peut en mettre encore plus avec cette scène. Ensuite, il y a des bails chelous à la base de Deep avec sa mère et on va skipper ça. Et t'as la Final Girl qui va réussir à le tuer en buvant elle de la potion aussi. Et c'est la même fin avec le ref qui arrive et on se rend compte, ah merde, je suis pas dans la merde, c'est le ref qui arrive. Il y a ce côté un peu, genre on se rend compte que enfin j'espère qu'ils se rendent compte que c'est de la merde comme plot twist, hein, parce qu'il l'appuie à chaque fois. Et là, la Final Girl, elle va dire, oh non, en mode je suis pas dans la merde, et j'espère qu'ils se foutent de la gueule du plot twist. Je pense pas, mais voilà, c'est mes espérances. On a tous le droit de rêver. Mes commentaires sur ce film sont 2 phrases dans mes notes. C'est nul à chier, mais vraiment, de la vidéo YouTube underground si peu intéressante. Et la suite de mes notes, c'est Another Evil Knight. Je suis passé direct. C'est un PDF, je peux pas l'éditer, donc je pense que ça veut dire que j'ai pas trop envie de déblatérer sur ces films, parce qu'en vrai, c'est triste à dire, mais il y a un peu rien à dire là-dessus, quoi. Bah ouais, c'est là, c'est... Bah je vous l'ai dit, le podcast est un peu poubelle. You don't really have any friends. I mean, it's not just that, like my family.
Another Evil Night est sorti en 2018. 2018, c'est l'année du remake Halloween, le H40 là. C'est la même chose. En fait, ils ont skippé tous les autres opus. Il y en a que un. Ils ont skippé Evil Night de 2014 parce qu'ils disent c'est de la merde. Ils ont raison, mais vous êtes pas mieux. Ils se sont dit vas-y, on fait comme Halloween, on fait la suite. Et ça se voit que c'est tellement inspiré d'Halloween. Genre ça se ressent mais à 15 000. Donc c'est la suite de Evil Night environ H40. On va pas chipoter. Et ça commence très bien parce que ça commence pareil qu'Evil Night, c'est-à-dire un générique beaucoup trop long, mais beaucoup trop long. On va aller très très vite sur ce film. En gros, c'est Evil Night qui revient d'entre les morts, on ne sait pas pourquoi, on va le savoir à la fin, pour venir en aide à un gars qui se fait bully. Ça lui rappelle un peu son enfance, et le gars qui se fait bully, il va l'aider à buter des mecs. Voilà, aussi simple que ça. On fait des petits liens quand même avec le premier opus parce qu'il faut bien établir des connexions. Il y a une meuf du film qui n'est même pas la Final Girl parce qu'elle va se faire cut, je ne sais plus quand. Ce film est chiant, j'ai déjà oublié, ça fait vraiment un jour que je l'ai vu. Et du coup, cette meuf, sa tante, c'est la Final Girl du 1. Voilà, les connexions sont établies, maintenant place au massacre. Et quand on parle de massacre, attention, c'est une phrase de détraqué que je viens de dire, mais quand on parle de massacre, il y a une meuf qui se fait, il y a une vieille qui se fait égorger, c'est super bien fait. Et encore une fois, je débunk toute violence de ce podcast. Nous sommes des gentils, c'est du cinéma, ce n'est pas du cinéma, c'est de la vidéo YouTube, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement. Puis voilà, ils vont se balader, faire des meurtres à droite à gauche et ça va être parfois entrecoupé d'une meuf un peu à l'épouvante Halloween. Alors quand je vous dis épouvante Halloween, c'est vraiment des décors achetés à 2 balles au Aldi du coin. C'est horrible, hein. C'est les citrouilles, c'est même pas des citrouilles. Si, il y a une vraie citrouille, mais il y a une autre citrouille, c'est le petit truc où tu portes et tu mets tes bonbons quand tu vas toquer Halloween. Voilà, ça va pas chercher plus loin. Et donc t'as ce côté un peu épouvante, paranormal qui vient s'incruster dans ce bordel. Et t'as une meuf un peu exorciste et c'est... je sais pas, c'est comme la petite qui accompagne... comment il s'appelle? Bon, le clown dans Terrifier, enfin pas le clown, mais... Ah, j'ai plus son nom. Oh, je suis un connard de plus avoir son nom. J'ai un trou de mémoire sur l'instant T, mais bref, ça me reviendra. En tout cas, la petite qui accompagne le clown de Terrifier dans les Terrifier, c'est un peu comme ça que je le vois. Enfin bref, toujours est-il que cette meuf, elle est bizarre, elle écrit des 6, 6, 6, 6, 6 partout. Pourquoi écrire des 6? Tu pourrais écrire des 7. Je dois avouer que t'as un effet montage que j'ai trouvé cool. Genre, c'est une sorte de... mélangé avec le sound effect où ça zoom. Enfin, j'ai trouvé cool pour le film. Genre ça, je pourrais même pas l'expliquer. Il y a un effet montage cool. Vous voyez comment je suis. Je suis fatigué. Je suis tellement fatigué qu'on va skip tout. En gros, c'est une pâle copie d'Halloween, vraiment très mal notée sur Letterboxd. Tous les avis sont désastreux. Dont le plot twist, c'est en fait le fantôme qu'on voyait, que je viens de décrire, qui écrivait des 6, 6, 6, 6, 6 partout. Et ben, c'est le fantôme de la Final Girl du 1. Et c'est elle qui est venue ressusciter Jimmy. Voilà, donc elle est cool en fait. Elle vient faire une bonne action. Et elle se dit, bon, j'ai peut-être été un peu méchant avec elle. Quand bien même c'est un tueur, je vais le ressusciter. Voilà la morale qu'il faut retenir de tous ces Evil Night. Je conclurai donc Another Evil Night que je n'ai que j'ai tellement survolé, c'est un peu honteux hein, ce que j'ai fait. Mais c'est un... Oh là, je vais relire mes notes. C'est un tâcheron qui fait suite à une mauvaise copie des suites de Vendredi 13, qui elles aussi sont des mauvaises copies. Oh là, oui c'est vrai que c'est le film, dans le film c'est un Inception en fait. Another Evil Night c'est Inception. Je sais pas pourquoi je suis allé plonger aussi loin dans le underground et je viens de déterrer un truc. Mon pote, faut vraiment pas toucher à ça. On va quand même finir sur une bonne note, excellent, parce que je vais vraiment parler de notes. 5 étoiles sur Letterboxd, plus un like. Hein. Et la critique qui suit, j'ai trouvé Brandon bon. Mais le reste du film laisse un peu à désirer. Voilà pourquoi je note jamais les films sur Letterboxd, parce que ça veut rien dire les notes. Il y a vraiment des gens, ils mettent des notes aléatoirement. C'est... ça veut rien dire. À part les notes sans critique, je vous jure, la critique française est vraiment très bonne. Genre les notes sans critique, ça équivaut souvent à ce que vaut le film. Après, qui on est pour juger ce que vaut un film? Mais je veux dire, voilà, on se comprend, on se sait. On va essayer de se détendre en lisant d'autres critiques qui, elles, pour le coup, ont moins bien noté le film. Genre, c'était de base de 1,5, 2. Donc là, je vais citer une personne sur Letterboxd. Attention, c'est traduit, donc s'il y a des erreurs de français, c'est normal. Il manque vraiment ce qui faisait le charme du premier Evil Night. 2 points. Todd Jason Cook nu sur les toilettes et la poitrine de Lisa Cook. On ne peut vraiment plus revenir en arrière. Merci. Et voilà, après comment veux-tu que je donne raison à la fanbase si elle est aussi débile que ça? On a un commentaire un peu plus positif qui est « Je ne vois pas une seule raison d'être à ce film ». Un slasher moderne d'une lenteur exaspérante, presque navrant, qui ne laisse qu'un goût amer. Un jeu d'acteur plus convaincant, davantage de meurtres et de gore auraient été les bienvenus. Mais même avec ces ajouts, le film n'en serait pas moins mauvais. C'est tellement... Allez tiens, prends-toi ça. Autre commentaire, quoi ? Voilà ce qui arrive quand on laisse Tubi faire n'importe quoi. Alors pour ceux qui ne savent pas, Tubi c'est une plateforme de streaming gratuite qui propose un service SVOD gratos. On dirait que je suis en train de faire la promotion alors que pas du tout. Mais c'est sur le continent américain, sur le serveur américain. Du coup il vous faut un VPN.
exactement. Je sais pas ce que Tubi a à faire là-dedans. Peut-être qu'ils ont participé au film. Faut savoir que le budget de ce film c'était 15 000 $. C'est un peu beaucoup pour ce qu'ils nous ont pondu quand même. Bon, petite conclusion, en vrai, je suis rentré en contradiction avec tout ce que j'ai dit dans mes autres podcasts. On peut pas toujours réussir à faire des trucs cool. Je pense que en vrai, ce podcast est pas si chiant que ça. Je sais pas, de toute façon, je serais potentiellement le seul à le réécouter dans 10 ans et à se dire, tu disais quand même sacrément de la merde, mais à le réécouter dans quelques temps et se dire ok bah c'est pas si dégueulasse, mais au bout d'un moment on peut pas être l'avocat du diable quoi. Quand c'est nul, j'en défends des films nuls, mais là c'est nul quoi. Mais encore une fois, ces films nuls méritent d'exister. Et on pousse à la création. Je l'ai dit 10 000 fois, je le répète, gros disclaimer. C'est l'essence même de ce podcast. On veut des films et on en fait à droite, à gauche. Mais malheureusement, souvent, on ne peut pas appeler cinéma ce qu'on est en train de produire. On s'éclate peut-être, mais il y a la différence entre faire un film et faire un film. On s'entend. Mais merci d'avoir écouté ce podcast. S'il y en a qui l'ont écouté, s'il y en a qui l'ont écouté en entier, s'il y en a qui ont écouté 1 minute, c'est déjà courageux de votre part. Merci, ça me fait plaisir. Je sais pas si je vais retourner à un autre podcast après celui-là. Celui-là sortira en janvier normalement. Jack Frost, lui, il est déjà sorti en décembre. Mais là, je suis toujours en novembre, moi, et je tourne ce podcast juste après celui de Jack Frost, enfin quelques temps après. Du coup, j'ai pas de retour. Ça se trouve, Jack Frost, il a explosé. J'ai des millions de followers. Si ça se trouve, Jack Frost a fait 40 vues, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, je me réserve de sortir ce podcast en janvier si je le trouve assez pertinent. On verra au montage, comme on dit, hein, sur un tournage. En plan suivant, on verra au montage. Peut-être pas la bonne idée, faut peut-être voir ça dès maintenant. Mais ouais. Mais ouais, merci d'exister, merci Internet, encore une fois, parce que je m'épanouis à fond à faire ça. J'aime trop parler de cinéma, je suis un punaise de passionné. Et pas que de films d'horreur, hein. Disclaimer, encore une fois, je suis un passionné de cinéma en tout genre. Mais particulièrement cinéma d'horreur, parce que c'est ce qui m'a amené dans le cinéma. Voilà, est-ce que c'est une séance de psy ou alors un podcast ? Ce n'est pas un podcast parce que c'est pas écouté. Pour être un podcast, il faut être écouté. C'est donc une séance de psy par élimination. Mais je vous fais une grosse bise en tout cas si ce podcast existe. Et sinon, je fais la bise dans le vide. Bisous à toi, vide. Company's coming. Noisier. Pushier. They're turning this peaceful little town